L'alimentation émotionnelle, c'est une prise alimentaire qui n'est pas liée à la faim. C'est une envie de manger parce que il peut y avoir différents facteurs déclencheurs. Une envie de manger par ennui, par stress, par fatigue. C'est-à-dire qu'on mange quand on n'a pas faim. Voilà, on mange quand on n'a pas faim. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre silhouette. Bonjour et bienvenue, très bel été à tous. Je reçois aujourd'hui Isabelle Veverka. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippe. Vous êtes coach certifié en nutrition et psychologie positive, auteure et formatrice. Et vous publiez votre déjà 3e livre, « Je transforme mes émotions pour ne plus les manger » chez Larousse. Voilà, le nouveau bébé vient de sortir. Dans ce livre, vous explorez les mécanismes de l'alimentation émotionnelle. Et contrairement aux idées reçues, été ne rime pas avec perte de poids. Enfin, pas toujours. Pas toujours, effectivement. Pas toujours. L'été peut être un moment où on se lâche, où on lâche tout, parce que certaines personnes ont l'impression de faire attention. Et c'est vraiment, moi, ce que j'essaie d'éviter, d'avoir cette impression de faire un régime toute l'année. Et donc, du coup, souvent, l'été, ça craque. Et là, c'est l'occasion de se faire plaisir. Alors que si on arrive à se faire plaisir quand même toute l'année, et avoir une alimentation saine, mais dans le plaisir, ça change tout. À noter que dans votre livre, vous proposez plein de solutions pour se faire plaisir avec des produits moins graves que la moyenne et qu'on peut acheter dans les grandes surfaces. Oui, c'est ça. C'est quand même, c'est vraiment les produits next door, ou alors sinon vous proposez de les faire soi-même. Voilà, non mais l'idée c'est surtout pas d'avoir 3 heures par jour pour faire ses repas, c'est pas mon cas et c'est pas le cas de la majorité des personnes. Donc l'idée c'est vraiment de faire simple, de faire avec des produits bruts. Moi c'est vraiment ce que j'essaye de prêcher, c'est-à-dire revenons à une alimentation à base de produits bruts, même si c'est du surgelé. On peut très bien trouver des légumes surgelés, mais qui sont bruts. Voilà, fuyons l'alimentation ultra transformée qui est mauvaise pour notre santé. Et revenons à tout simplement ce que faisaient nos grands-mères, cuisiner avec des produits bruts. Oui, mais l'été, c'est souvent une période déjà de rencontres sociales, donc on va trempouiller. Alors maintenant, on trempouille, on trempe. Oui. Donc on va tremper soit des chips, soit des nachos, soit dans du guacamole ou dans plein de sauces épicées. Oui. Et c'est peut-être là que vient le lâchage. Oui, alors on peut justement trouver des alternatives saines, c'est-à-dire alors le guacamole, on peut même trouver certaines marques de guacamole qui sont plus saines parce que notamment les guacamoles qu'on achète au rayon frais versus celui qu'on achète justement au rayon des nachos. Qui est en conserve, lui. Qui est en conserve, et là bourré d'additifs, de sucre, etc. Alors que les guacamoles au rayon frais sont généralement, en termes de composition, plus correctes. Sinon, on peut le faire soi-même. 2 avocats, un petit jus de citron vert, un petit peu de curry, un petit peu d'échalote. Moi, c'est ce que je fais. Et c'est rapide et c'est délicieux. Et on trempouille des petites crudités, par exemple, où il existe aussi des chips à base de sarrasin maintenant. Donc on a quand même des alternatives pour se faire plaisir, tout en continuant à manger un petit peu sainement. Pas en contrôlant, parce que l'été on se fout la paix quand même un peu. Non, mais pas que l'été d'ailleurs, toute l'année on se fout la paix. Justement, quand on est trop dans le contrôle, on va être frustré et quand il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de maintien sur le long terme de l'alimentation. Donc vraiment, moi l'idée c'est qu'il y ait du plaisir à chaque repas et c'est facile parce que avec une petite sauce, avec des épices, et tout simplement des aliments qu'on aime aussi, de ne pas se forcer à manger des aliments qu'on n'aime pas, parce qu'il y a des injonctions dans tous les sens aujourd'hui. On va vous dire tel aliment riche en nutriments, bon pour la santé, etc. Mais si vous ne l'aimez pas, vous ne forcez pas en fait. Ou alors cette saison, il faut absolument manger ça. Ok, mais aujourd'hui il existe des légumes surgelés, donc on peut très bien manger de la courgette en hiver. On n'est pas obligé de manger du chou-fleur si on l'aime pas. Donc c'est bon, chou-fleur. Moi j'apprécie beaucoup, mais après certaines personnes c'est compliqué. Certaines personnes n'aiment pas ça, donc plutôt continuer à manger. Moi je préfère qu'ils continuent à manger des légumes, mais qu'ils aillent tant pis vers du surgelé. Mais en tout cas même si ils apprécient juste 3 légumes, c'est pas grave, c'est toujours les mêmes, mais au moins il y en a. Il y a 5 ans, vous avez créé votre méthode, la première méthode en France qui associe la psychologie positive et l'alimentation à IGEBA. Et pour créer cette méthode, vous vous êtes inspiré de votre vécu. Alors vous avez changé d'hygiène de vie. Il y a 7 ans, vous aviez combien de kilos à perdre à la base ?
Alors, à l'origine, moi, je ne l'ai pas vraiment fait pour les kilos. Je l'ai plutôt fait pour ma digestion. On a vu des photos avant et après quand même. Hein. Oui. Mais justement, ça a été une conséquence heureuse, on va dire. Parce que je prenais 1 kilo tous les ans depuis quelques années. Donc, j'avais quand même 6 kilos en plus. Et finalement, donc, j'ai amélioré ma digestion. C'était surtout ça mon problème. J'étais tout le temps fatiguée, tout le temps ballonnée. Et puis, on m'a découvert des intolérances alimentaires. Donc, il a vraiment fallu que je comprenne un peu en quoi la nutrition avait un impact là-dessus. Donc, vous étiez intolérante au gluten, hein, notamment. Oui. Et c'est là où vous commencez à vous intéresser à la nutrition. Voilà, c'est là où je commence à tester plein de choses parce qu'aujourd'hui, quand on commence à chercher de l'information sur ce sujet, on a tout et son contraire. Donc j'ai testé sur moi et j'ai vu, surtout en découvrant l'alimentation à index glycémique bas, j'ai vu sans gluten, en enlevant le gluten, j'ai vu que vraiment il y avait un bienfait sur la digestion, sur l'énergie surtout, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que je me levais tous les matins fatiguée, j'étais fatiguée tout le temps de la journée, après déjeuner, le soir, et j'ai retrouvé vraiment beaucoup d'énergie. Ça, c'est l'un des bienfaits incroyables. Et puis, le sommeil, il y a plein de bienfaits annexes. Et puis, au-delà de la santé aussi, hein, c'est-à-dire j'étais tout le temps mal à la gorge, j'avais des douleurs articulaires. Donc, vraiment, pas mal de bienfaits. Et puis, ce poids que j'ai perdu, je m'en suis à peine rendu compte, en fait. Les kilos sont partis... parce que j'ai pas jamais fait de régime de ma vie en réalité et j'avais pas cette intention-là. Et c'est parti tout seul et je me suis évidemment sentie mieux dans mon corps. Ouais. Et à quel moment la partie émotionnelle arrive dans votre transformation ? Eh bien, c'est parce que j'ai à peu près au même moment... alors moi, j'ai toujours été passionnée de développement personnel depuis mon adolescence. Mais un jour, à peu près au même moment, donc il y a 7 ans, je tombe sur une conférence sur la psychologie positive. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Parce que j'étais plutôt quelqu'un qui avait tendance à voir le verre à moitié vide, toujours à avoir peur d'un peu tout, ce qui pouvait mal se passer, une anticipation un peu négative des choses. Et pas mal d'anxiété, de stress. Et j'ai découvert cette psychologie positive qui nous dit commencez par un exercice tout simple qui est la gratitude. Donc chaque soir, vous écrivez les éléments positifs de votre journée. Des éléments basiques, conversation que vous avez eue, le fait que vous avez fait votre séance de sport ou une fierté ou juste tout simplement j'ai la chance d'être bien logée, j'ai la chance, des choses basiques. Et en fait, cet exercice, il est hyper puissant parce que c'est très rapide, au bout de 10 jours, 15 jours, ça switch dans votre cerveau. C'est-à-dire qu'au lieu dans une situation donnée, de voir tout ce qui pourrait mal se passer ou tout ce qui est négatif, même dans les conversations, etc., vous allez mettre en avant le positif. C'est mécanique, hein, c'est vraiment un switch qui s'effectue. Et du coup, moi, je me surprends quand même à être maintenant hyper optimiste, ce qui n'était pas du tout mon cas avant, en fait. Vous avez un cahier de gratitude ? Oui. Tous les soirs, j'écris mes petits... Alors, dans le cahier ou même dans les notes du téléphone. Le fait d'écrire, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment de prendre le temps d'écrire. Après, si vous n'avez pas le temps d'écrire, vous pouvez vous le dire dans votre tête. Il y a des gens pour qui c'est naturel parce qu'ils ont été élevés comme ça. Souvent, je rencontre des gens hyper positifs et je leur demande, mais comment avez-vous été élevés ? Est-ce que votre mère était comme ça ? Et souvent, il y a une transmission des parents aux enfants de cet état d'esprit hyper positif et il y a des gens qui le font naturellement, en fait, ils n'ont pas besoin de l'écrire. Mmh. Vous vous êtes réconcilié à un moment donné avec votre image ou pas ? Vous n'aviez pas de problème d'image ? Si, comme tout le monde, je pense. Peut-être pas comme tout le monde, mais en tout cas, si, j'avais des problèmes avec mon image. Alors moi, c'est... le fait de m'exposer pour le coup sur les réseaux, de devoir ce que je prends la parole, je mets des photos de moi, des choses que c'était pas du tout mon caractère à l'origine. Vous êtes plutôt réservé et timide. Oui, c'est ma nature.
Et le fait de m'exposer a fait que j'ai, petit à petit, j'ai apprécié davantage mon corps et mon image. Et ça, du coup, je le conseille vraiment aux personnes. J'ai un programme de groupe, le groupe Impulse, et je leur fais faire des selfies, des photos, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables, en fait, de se prendre en photo, de se regarder. et même de se regarder. Ah, voilà. C'est ça. Ouais. C'est vraiment un chemin, en fait, et voilà, c'est chouette quand on peut se dire, au moins s'accepter, en fait, déjà. Et vous avez appris à vous faire confiance aussi, d'une certaine façon. Oui, parce que ça va avec, en fait. C'est pas anodin, la minceur, le fait de retrouver un poids de forme, etc. Parce que derrière, ça a un impact sur tous les pans de votre vie, et ça a un impact, évidemment, sur la confiance en soi. Donc, ça va donner envie aux personnes d'enclencher des projets, d'oser. Moi, je suis assez épatée de voir ces femmes qui vont changer, se reconvertir professionnellement. Mais ça peut aller très vite, parce qu'à partir du moment où on est aligné, on se sent bien. Ça a des répercussions hyper positives à plein de niveaux. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, quand on se déleste peut-être de certains de ses kilos, oui, ça permet d'être plus léger. Oui, c'est moi je prends toujours l'image de la prise de poids en glu, en fait. On a vraiment cette impression d'immobilité. Et souvent, quand on vient creuser, moi dans mes consultations, quand je viens creuser, je me rends compte que les personnes, elles ont plein d'envies, plein de projets, mais elles n'ont pas l'énergie aussi pour les réaliser. Elles n'ont pas l'énergie aussi parce que physiquement, c'est lié à la digestion aussi. Le corps digère moins bien quand il y a du poids en trop. Et puis, il y a aussi des douleurs souvent qui font que il n'y a pas de mise en mouvement. Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. C'est le titre du 3e livre de mon invitée, Isabelle Veverka, aux éditions Larousse. Vous nous rappelez ce que on appelle l'alimentation émotionnelle ? L'alimentation émotionnelle, c'est une prise alimentaire qui n'est pas liée à la faim, tout simplement. C'est une envie de manger parce que il peut y avoir différents facteurs déclencheurs, mais une envie de manger par ennui, par stress, par fatigue. C'est-à-dire qu'on mange quand on n'a pas faim. Voilà, on mange quand on n'a pas faim. Vous, dans votre pratique, vous avez pu observer 2 comportements différents. Les grignotages, oui. Vous nous expliquez, ou compulsions psychologiques, et les grignotages ou compulsions émotionnelles. C'est quoi la différence ? Alors, physiologique ou émotionnel. Physiologique, c'est parce que vous avez des fringales. Et donc ça, c'est souvent lié à l'addiction au sucre. Le fait de manger très sucré va vous allez avoir des hypoglycémies réactionnelles, et là, il va falloir que vous mangiez. C'est ce qu'on appelle les fringales. Donc là, c'est les grignotages, ce que j'appelle physiologiques, et donc liés à la faim. Et en revanche, les grignotages émotionnels, là, c'est vraiment lié. C'est juste manger pour se remplir, manger pour s'apaiser, manger. C'est un peu l'alimentation doudou, en fait. C'est ça, ce que vous appelez l'alimentation doudou, parce que c'est réconfortant, en fait. C'est réconfortant. C'est réconfortant parce que parfois, c'est une habitude aussi. Et ça, c'est fréquent, c'est-à-dire que vous avez pris l'habitude tous les soirs, devant la télé, d'ouvrir la tablette de chocolat, d'en manger 1, puis 2, puis 3, puis 4, et puis la tablette y passe. Donc, comme en fait, tous les soirs, c'est le cas, vous avez créé cette habitude. Même si tous les soirs, vous vous dites, j'en prends qu'un, en fait, vous savez d'avance que vous allez prendre la tablette. Donc là, l'idée, c'est quand même d'en prendre conscience, de repérer, en fait, ces moments où il y a de l'alimentation, de l'habitude, en fait, de l'alimentation émotionnelle, pour stopper, en fait. Ce qui voudrait dire qu'on a, dans certains cas, un poids émotionnel. Oui, alors... Comment vous l'appelez, le poids qui est lié aux émotions ? Oui, c'est ça, c'est le poids émotionnel, j'appelle ça comme ça. Alors, le poids émotionnel, il peut être plus ou moins lourd. Chez certaines personnes, c'est des traumatismes très importants. Chez d'autres, c'est juste de la fatigue accumulée, ou c'est comme je vous disais, des habitudes, ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, on peut toujours comprendre. En fait, moi, ce livre, l'idée, c'était vraiment d'aider les personnes à mettre de la conscience pour comprendre son mode de fonctionnement. Et à partir du moment où on comprend son mode de fonctionnement, on est capable
de le changer. De sortir du cercle vicieux. Exactement. Et moi, le message à chaque fois que je veux passer, c'est de dire on est capable de reprendre le pouvoir sur sa vie, parce que finalement, quand vous reprenez le pouvoir sur votre alimentation, sur votre hygiène de vie, c'est aussi reprendre, comme on disait tout à l'heure, reprendre le pouvoir sur sa vie et décider de faire ce qu'on souhaite, parce que quelque part la nourriture, ce sucre, souvent nous mène par le bout du nez en fait. Alors que si on est capable c'est une addiction, comme toutes les addictions d'ailleurs, ça peut être l'alcool aussi. Le sucre fait partie des addictions. Oui. Alors vous recensez les déclencheurs de l'alimentation émotionnelle, donc quels sont à peu près ce que vous avez repéré comme déclencheurs? Il y en a une dizaine. Donc, comme je vous disais, il y a la fatigue, les peurs. Beaucoup de personnes ont des peurs, peur de mal faire, peur du regard des autres. Donc en fait ça, et c'est lié au sucre aussi, parce que quand on a une alimentation très sucrée, le stress aussi c'est un des déclencheurs. Donc le sucre, une alimentation très sucrée va accentuer l'anxiété, le stress. Moi j'ai une femme, Léla, qui a fait mon programme, mon deuxième livre, le programme 8 semaines, et elle m'a dit au bout d'une semaine à peine, quelqu'un de très anxieux, elle m'a dit au bout d'une semaine à peine, mon anxiété avait diminué drastiquement. Et donc, quand vous parlez du stress, vous parlez de quel stress? Alors moi je distingue deux types de stress. Je distingue ce qu'on peut appeler la surcharge mentale, c'est vraiment le stress du quotidien, la to-do list, tout ce qu'il faut faire, pas oublier, etc. Du stress qui est chronique, et donc là qui est quand même plus embêtant, parce que du coup ça va venir avoir des répercussions physiques, même si la charge mentale aussi, mais et qui du coup peut mener justement à l'anxiété, et là du coup c'est plus gênant, parce qu'il peut y avoir des crises d'angoisse, ce genre de choses. Et justement, le fait de diminuer sa consommation de sucre, d'appliquer ces petits exercices de psychologie positive, ça permet vraiment de limiter, voire de supprimer les crises d'angoisse, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. La frustration, par exemple, ce qui est souvent, comme vous l'écrivez, à l'origine de l'alimentation émotionnelle, en quoi est-ce que la frustration intervient ? Alors moi, je rencontre beaucoup de personnes, et en particulier des femmes qui ont testé tous les... Elles me disent toujours, j'ai tout testé, tous les régimes possibles et inimaginables. Et souvent, dans les régimes, on va vous dire il faut manger peu, il faut manger pas gras, donc en fait, il y a plein d'injonctions, donc déjà, c'est compliqué. Et les personnes, parfois, vont se forcer à manger des choses qu'elles n'aiment pas forcément, et vont se faire des assiettes qui sont un peu pas très sympas, quoi. Le cabillaud vapeur avec les haricots verts vapeur, honnêtement, vous mangez ça le midi, je comprends que 2 heures plus tard, vous avez envie de manger du chocolat. Donc, en fait, s'il n'y a pas de plaisir à chaque repas, on va aller chercher le plaisir ailleurs. L'alimentation, c'est l'un des plaisirs de la vie, en fait. Donc il faut vraiment, et c'est pour ça que j'insiste, moi, sur les recettes que je partage, sur le plaisir, de manger, de mettre des sauces, mettre des épices, mettre de la couleur, et de manger des aliments qu'on aime. Et trouver ces alternatives. Mais beaucoup de personnes pensent encore que la perte de poids, ça rime avec frustration, en fait. Oui. Alors que pas du tout. Avec l'alimentation index glycémique bas, on va manger des petites mousses au chocolat. Après, le tout, c'est de voir la quantité, la fréquence. Le week-end, par exemple, je fais toujours un dessert index glycémique bas. Dans ce livre, vous avez une super recette qui est le crumble. Un crumble aux fruits à base de la pâte et à base de noix de macadamia, farine de châtaigne, donc c'est quand même assez gourmand. Les noix que vous aimez, bon. Ouais, qui sont bonnes pour la santé, Et un peu de chocolat, un peu de poire et pas de sucre. En fait, il n'y a pas besoin de sucrer, parce que les fruits sucre, le chocolat sucre, et on peut se faire plaisir. L'été, on peut faire une glace avec de la banane congelée et de la mangue congelée. Vous mixez le tout et ça vous fait une glace. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Vous mettez au fraiseur et ça vous fait une formidable glace. Vous mixez dans un bon mixeur, pour pas donner de marque, et après vous avez une glace onctueuse. Vous n'avez pas mis de sucre, vous n'avez pas mis de lait, vous n'avez pas mis de crème, et c'est super bon. Vous pouvez donner la marque du mixeur si vous en envoie un après. J'en ai un, c'est le Thermomix. Ça, c'est un autre débat, ça, le Thermomix. En tout cas, pour les glaces, c'est pratique. Glace et soupe.
Parmi les déclencheurs de l'alimentation émotionnelle, la tristesse également, et chaque personne a une façon différente de gérer la tristesse. Oui. Alors ça, évidemment, c'est très fréquent. Quand je pense à la tristesse, évidemment, je pense au deuil parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient me voir justement après un deuil, en me disant, voilà, je me suis réfugiée dans l'alimentation, et ce qui est quelque part compréhensible aussi. Hein. Mais petit à petit, en se disant qu'on va réussir à changer ça, et puis il faut que le deuil se fasse. Mais quand on a justement fait ces changements d'hygiène de vie, on est mieux armé pour affronter en fait les choses difficiles de la vie. Et justement, dans un de mes groupes, il y a une femme qui avait perdu sa maman et qui disait si j'avais pas débuté cette alimentation, cette autre manière de penser plus positif, je sais que je serais au fond du trou aujourd'hui. Et elle disait qu'elle arrivait mieux à passer cette épreuve, en prenant soin d'elle, en fait, tout simplement. Mmh. La culpabilité d'avoir trop ou mal mangé est très fréquente après un craquage. Oui. Quels sont vos conseils, vous, anti-culpabilité ? Je pense que déjà les craquages, ça arrive à tout le monde. Donc, faut pas se dire qu'il y a des gens parfaits à ce sujet-là. Et puis, un craquage, s'il est fait avec conscience et si vous allez vous offrir une bonne pâtisserie, un bon macaron, un bon chocolat, en fait, c'est plutôt un plaisir. Donc, d'essayer déjà de switcher, de se dire, je me fais plaisir avec conscience. Bon, si à un moment, il y a un craquage, on va dire, pas prévu, et que ça se fait, c'est pas grave, en fait. Le tout, c'est de repartir et de nouveau reprendre son pouvoir. Et parfois, vous pouvez, par exemple, craquer sur un paquet de chips ou je prends de granola, Pépito ou de... voilà, c'est pas dramatique, en fait. Mais il n'y a pas de plaisir, en fait. Souvent, oui, tout à fait. Parce que là vous parlez de plaisir. Vous dites, on va acheter une pâtisserie, on se fait plaisir. Mais quand vous commencez un paquet de chips ou de gâteaux au chocolat, vous vous rendez compte que finalement, il n'y a pas forcément cette notion de plaisir, ni de récompense, ni de... Oui. C'est pour ça que, quitte à craquer, moi j'ai essayé de craquer sur du chocolat noir ou des oléagineux ou quelque chose qui est quand même assez sain, on va dire. Déjà, c'est un moindre mal parce qu'en fait, si vous prenez le paquet de Pépito ou le paquet de... en fait, le lendemain, vous avez quand même une certaine dose de sucre quand même dans votre sang. Donc, parce que c'est vraiment lié. Hein, le lendemain, vous allez vous sentir moins bien. Vos pensées sont plus négatives. Donc, il y a quand même des impacts. Donc, quitte à craquer, à la limite, déjà craquer sur des choses un peu plus saines. Et comprenez, essayez de vous dire mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Pourquoi j'ai eu envie de me réfugier dans l'alimentation ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée ? Qu'est-ce que j'anticipe ? Et je trouve plus on met de la conscience sur ça, c'est mettre de la conscience sur les émotions, tout simplement. Mais tout à l'heure, vous parliez des habitudes. Si vous êtes sur votre canapé en train de regarder la télévision, de regarder une série, souvent, la série, ça rime avec un pot de glace ou... Et là, pareil, c'est une habitude que vous avez prise d'associer la série, la télévision avec un craquage. Voilà. Donc là, c'est l'identifier. Et à un moment, de se dire, est-ce que ça me fait plaisir, justement, se poser cette question-là. Est-ce que vraiment ça vous fait plaisir ? Parce que finalement, vous engloutissez le pot de glace, vous regardez votre série. Je pense que le plaisir, il est plus dans la série. Enfin, en tout cas... Ou les deux. Ou les deux, mais est-ce que vraiment il y a ou associer, en fait. L'associer peut-être à un plaisir, je sais pas. Ouais. Ça, c'est se poser les questions, en fait. Hein. Chacun a sa réponse. Mais si ça vous fait vraiment plaisir d'avoir de la glace, prenez-en, mais peut-être en plus petite quantité déjà. Ça peut être une première étape. Et puis après, essayez autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que, à un moment donné, quelqu'un qui veut mincir, il faut faire il y a des choses à changer. Donc, de prendre conscience de ces moments où il y a une alimentation qui est pas terrible, ça aide. Alors, parmi les déclencheurs, vous évoquez la solitude, déclencheur de l'alimentation émotionnelle très fréquent parmi les personnes que vous recevez. La solitude. Oui, j'observe qu'il y a... moi, j'ai observé 2 types de solitude. La solitude, ce que j'appelle réelle, les gens qui sont vraiment seuls. Et puis la solitude perçue. Il y a des gens qui sont très entourés, mais qui se sentent seuls. Donc voilà, c'est comme un carré de chocolat ou la tablette, c'est comme un compagnon. Et ça, c'est pareil, de pouvoir...
c'est ce que je propose dans le livre aussi, de faire un point sur ces relations sociales de manière à ce qu'elles soient plus épanouissantes. C'est vraiment l'idée. L'idée de ce livre, c'est d'aider à faire le tableau de visualisation. Donc vraiment, ça, c'est un des outils que vous proposez. Ouais. Donc ça, c'est votre outil numéro 1. Et vous apprenez comment on fait un tableau de visualisation. Ouais. Ben oui, parce que déjà, je l'ai testé pour moi-même et ça marche incroyablement bien. Pas que pour moi-même. Maintenant, il y a des centaines et des milliers de personnes qui l'ont testé avec mes livres et avec mes accompagnements. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on va poser ses objectifs. De quoi a-t-on envie ? Poser ses intentions. Mais pourquoi c'est important, et c'est ce que vous expliquez, d'écrire ses objectifs ? Ben, c'est statistique. On a 40% de chances en plus de réaliser un objectif s'il est posé par écrit. Donc, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que aussi, le cerveau, déjà quand ce sera posé à plat, on fait un peu le tri dans nos idées. Parce que parfois, on peut avoir envie de faire ci, de faire ça, et puis hop, la routine, le quotidien reprend le dessus et il ne se passe rien. Alors que là, du coup, si on le pose par écrit, on sait, c'est un peu notre feuille de route. Une feuille de route de vie, donc on sait où on va. Et moi, j'ai proposé ce tableau en 4 parties qui nous permet aussi d'activer la psychologie positive. Parce que quand on est positif et qu'on a des intentions, en fait, on y arrive. Donc, écrivez vos objectifs. C'est quoi un objectif bien posé pour vous ? Un exemple ? Moi, j'ai 4 piliers. Donc, il y a le projet minceur. Voilà, donc on va définir son objectif, alors soit en termes de poids, soit en termes de taille de vêtements, ça dépend des gens. On va définir ce qu'on veut faire pour y arriver. Donc, je veux cuisiner plus sainement, je veux faire du batch cooking, c'est-à-dire préparer à l'avance, je veux me mettre au sport, par exemple. Ensuite, on a un pilier prendre soin de moi. Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me faire du bien ? Donc là, on va venir activer les émotions positives, c'est hyper important. Et puis, 3e pilier, les relations sociales épanouissantes. Voilà, faire un peu le point sur ces relations. Quelqu'un qui est seul, se dire, est-ce que j'ai envie de faire des rencontres, d'avoir des relations plus épanouissantes. Et le dernier pilier, les projets professionnels et personnels. Donc, ça permet d'être plus, se sentir mieux dans sa vie d'une manière générale. Voilà, on en parlait avant la pause avec Isabelle Verka, un cahier de vacances objectif et suivi que vous nous montrez. Voilà, c'est comme les cahiers de vacances. Alors, c'est un e-book donc, qui est à imprimer. Et l'idée, c'est pour ne pas lâcher pendant l'été, justement, vous en parliez, Philippe, de dire que il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à lâcher. Et là, je vous propose de fixer des objectifs. De fixer 4 objectifs principaux. Donc, je vous les propose, les objectifs. Donc, vous avez... c'est très guidé, en fait. Vous avez des idées d'objectifs et puis ensuite de les poser, de les détailler. Donc, je vous mets un exemple aussi pour vous aider. Et chaque jour, ensuite, une petite page pour faire le suivi, pour voir où vous en êtes des objectifs. Et puis, je propose d'écrire un mantra chaque jour, un mantra différent. Parce que ça, les affirmations positives, c'est d'une puissance incroyable. Ça reprogramme notre cerveau. Donc, ne serait-ce que d'écrire 10 fois je suis déterminée, j'y arriverai, par exemple, ça aide énormément. C'est pour l'ancrage, ça. C'est l'ancrage, exactement. Alors, on parlait justement des facteurs déclenchants, mais aussi étonnant que cela puisse paraître, la convivialité est un facteur déclencheur de l'alimentation émotionnelle. C'est vrai que l'été, c'est une période où on se rencontre beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de façons de... Peut-être pas de faire la fête, mais d'être ensemble, dehors, il fait beau, barbecue, pique-nique, apéro. Et oui, c'est ça, la convivialité, finalement, il va y avoir un effet de mimétisme aussi. Les personnes qui sont en face de vous vont prendre un verre, 2 verres, 3 verres, puis vous allez faire à peu près la même chose. Et finalement, évidemment, dans les apéros, les barbecues, il y a aussi l'alcool. Donc ça donne faim, ça désinhibe, etc. Et il n'y a plus trop de... on ne sait plus trop... J'aime pas le mot contrôle, mais en tout cas, quand même, parfois, on fait pas vraiment ce qu'on avait décidé. Donc, moi, j'ai 3 mots dans ma méthode qui sont anticipation, discipline, positivité, que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous mettez derrière ces 3 mots ? Alors, anticipation, allez. L'anticipation, c'est justement d'être un peu au clair, de poser ce qu'on souhaite. Justement, vous allez à un barbecue, de vous dire, je ne veux pas prendre 10 verres d'alcool, donc à 2, ce sera bien. Et comme ça, c'est clair dans votre tête. Donc, c'est toujours ce système des objectifs, de poser une intention.
Donc anticiper, même chose, vous partez en vacances, au lieu de vous retrouver à la gare à acheter votre sandwich triangle, si vous avez prévu un petit pique-nique plus sain, en fait vous avez anticipé et ça marche mieux en fait. Donc voilà, même chose pour le sport en fait. Là j'ai une femme que j'accompagne, à qui j'ai lancé un défi de faire des allers-retours dans sa piscine. On s'est dit 5 allers-retours par jour, tous les jours elle m'écrit et puis en fait elle en est à 20 là. Et elle me dit, il aurait fallu attendre 60 ans et ta rencontre pour que je me mette à faire des allers-retours. Et pourquoi ? Parce qu'on a anticipé, qu'on s'est dit, voilà, pendant tes vacances, un mois de vacances, tu vas faire tant d'allers-retours. Donc voilà, se poser des objectifs. Discipline, c'est de la discipline qui est positive. C'est pas justement être dans le contrôle, mais c'est à un moment donné de se dire, si je veux des résultats, il faut quand même actionner des leviers. On n'a pas rien sans rien. C'est ça qu'il faut se dire. Voilà, on peut pas, si on fait toujours la même chose, on aura toujours les mêmes résultats. Exactement. Voilà. Et positivité, c'est de se dire, ok, il y a eu un craquage, mais c'est pas grave, je repars en fait. Pas de foutu pour foutu. Il y a beaucoup de gens qui rentrent là-dedans, j'ai repris 2 kilos, ou j'ai eu un craquage, et ça y est, c'est fini, et elles reprennent 20. Alors que non, si on réagit au bout de 3, moi j'ai toujours, faut pas aller au-delà de 3 kilos repris, parce qu'après, ça devient plus compliqué quand même. À la rentrée, ça se paye. Voilà. Mais c'est vrai que l'été, et notamment les vacances, c'est aussi des moments où on change d'habitude. Oui. Et oui, du coup, on n'est plus dans sa routine. Et également d'habitude alimentaire. Exactement, on n'est plus dans sa routine. Donc justement, c'est essayer d'anticiper. Si vous êtes invité chez des gens, de voir un petit peu comment vous pouvez peut-être aider à la préparation des repas pour injecter un peu plus de légumes, par exemple. Ou si vous partez, de venir avec quelques ingrédients qui vont faire que vous allez pouvoir quand même maintenir une certaine routine. Après, l'idée, c'est pas de tout maintenir, mais moi, je dirais s'il y a une chose à maintenir, c'est le petit déjeuner salé, protéiné. Ça, c'est votre truc. Oui. Le petit déjeuner salé, protéiné, c'est la base de votre méthode. Eh oui, parce qu'en fait, quand on mange salé le matin, on a beaucoup moins envie de manger de sucré le reste de la journée. Donc c'est la base. Si vous arrivez déjà à maintenir ça pendant les vacances, ça change tout. Mais l'idée de se dire, de toute façon, j'ai un mois de vacances, je lâche et je m'y remettrai à la rentrée. Oui, après, ça arrive, ça, quand même. Oui, et puis moi, je rencontre chaque année des gens qui le font et qui s'en sortent très bien parce qu'ils ont cette discipline à se dire à la rentrée, allez hop, je m'y remets. Le seul risque, c'est les personnes qui vont laisser glisser avec le stress de la rentrée, l'automne qui arrive, et hop, c'est parti dans l'hiver. Et donc là, ça repart sur un cycle où vous allez vraiment reprendre beaucoup de poids. Et donc, vous allez retrouver au printemps d'après à devoir reperdre beaucoup. Et là, on est dans l'effet yo-yo. Quels sont les leviers dont on dispose pour transformer ses émotions ? Moi, j'en ai listé, j'ai listé les 10 règles d'or. Donc, je vous parlais du fait, évidemment, de manger moins sucré, donc avec notamment l'alimentation à index glycémique bas. On a la digestion, vraiment prendre soin de sa digestion. Parce qu'en fait, les émotions viennent, on le sait, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Donc, Alors, on parle de digérer ses émotions, mais quel impact ça a sur notre propre digestion ? Les émotions, est-ce que ça influe la digestion qu'on a des aliments ? Oui, tout à fait, parce que le corps se bloque. D'ailleurs, on l'observe très bien, justement, si vous êtes un peu stressé par votre travail ou quoi, vous allez peut-être avoir des problèmes digestifs, alors qu'en vacances, vous allez manger n'importe quoi, tout va passer. Donc, il y a vraiment un impact. Ou alors, si vous déjeunez avec quelqu'un avec qui... vous allez vous fâcher ou quelqu'un... on dit toujours, en fait, c'est l'Ayurveda qui nous dit, prenez vos repas dans une bonne ambiance, dans un cadre agréable. Et justement, en vacances, on a un beau cadre, on est avec des gens qu'on aime, on digère beaucoup mieux, en fait. Donc, apprenez à digérer vos émotions. Oui, alors ça c'est pas évident, ça peut être un mot oui, un peu... c'est facile à dire. C'est facile à dire, mais voilà. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, ça vient d'abord de la prise de conscience et puis d'avoir sa petite boîte à outils justement pour équilibrer, pour se sentir plus équilibré en fait, tout simplement. Puisqu'une émotion mal digérée a une influence aussi sur les craquages et sur l'émotion, en tout cas sur la nourriture émotionnelle. Ouais. Alors, les règles d'or pour l'été, qu'est-ce qu'il est intéressant de faire pour cet été ?
Pour cet été, moi je dirais, comme je vous disais, d'anticiper quand même, vraiment, de se dire, par exemple, si vous allez au restaurant, même chose, d'anticiper, essayer de trouver quand même un restaurant où vous pourrez vous faire plaisir. Pareil, faire des bons choix, en fait, à un moment donné, soit décider de faire 100% craquage, et là, c'est décidé, voilà, soit à un moment de se dire, je vais me faire plaisir avec un dessert, mais je vais éviter les frites. Il y a quelque chose aussi au restaurant qui est intéressant, c'est le serveur qui vous amène tout le temps la panière de pain. J'ai un homme que j'accompagne qui me dit maintenant j'ai décidé, je le renvoie avec sa panière. Et pendant quelques temps il l'a fait ça et maintenant il me dit mais j'ai même plus besoin de le renvoyer, j'ai le pain devant moi, je n'en ai même plus envie. Donc ça c'est l'étape d'après, quand vous avez commencé et que vous vous sentez tellement bien de toute façon. Après ce sera même plus un effort. Au départ c'est un peu un effort et puis après on se sent Oui, c'est toujours bien. ça, c'est après il faut le transformer en habitude. Exactement. Mais voilà, ces petits détails qui n'en sont pas, parce que mine de rien, si vous mangez déjà 4-5 morceaux de pain au restaurant avant d'attaquer votre plat, tout de suite, et en vacances, il y a peut-être plus de restaurants. Il y a des buffets aussi. Et les buffets. Alors ça, c'est quand vous partez dans des formules tout compris, oui. Il y a des buffets. Et les buffets. Mais ça, c'est pareil, on peut faire les bons choix. C'est des pièges, les buffets. C'est des pièges, mais on peut faire les bons choix et puis se caler, se dire, de trouver, on va dire, cet équilibre au quotidien entre plaisir et après, moi, je dirais d'essayer de vous dire d'avoir au moins un peu de légumes verts à chaque repas, quoi, midi et soir. Et le truc facile, c'est une salade verte. Voilà, vous prenez l'équivalent d'un bol de salade verte midi et soir déjà. Un petit déj salé, un bol de salade verte midi et soir. Et puis vous renvoyez le pain. Déjà, c'est pas mal. Est-ce que c'est le secret de votre succès? Parce qu'avec vous, rien n'a l'air difficile, finalement. Oui, c'est vrai que c'est vrai, quand on vous écoute, ça a l'air simple. Mais c'est le cas. C'est le cas parce que moi, c'est rigolo parce que la plupart des personnes qui commencent la méthode mettent du temps avant de commencer. Parce qu'il y a toujours ces réflexions, parce que les gens ont peur que ce soit difficile et contraignant et qu'elles aient faim, etc. Et tous les retours que j'ai, c'est j'ai pas eu faim, je me suis fait plaisir. Et voilà. Donc, et du coup, c'est ça qui fait la clé de, justement du succès de la méthode, c'est que les personnes continuent. Moi, j'ai des personnes là. Paul, qui a 75 ans, elle a écrit la préface de ce livre. Paul, elle avait 5 kilos à perdre, elle ne se sentait pas bien dans son corps. Elle a retrouvé sa silhouette de jeune fille, ça fait 3 ans. Et elle continue, en fait. Et il n'y a pas qu'elle. J'ai fait une journée en présentiel avec, sur thématique. Et il y avait 2 femmes que j'ai accompagnées. Franchement, j'ai été bluffée de voir leur silhouette. Elles ont une 50aine d'années, elles ont une forme olympique et elles sont ménopausées. Il n'y a pas de... En fait, on peut, à un moment donné, décider de reprendre sa vie en main. C'est ce qu'elles ont fait et franchement, j'étais épatée de les voir en vrai. Et ça y est, c'est passé dans leur quotidien. Elles y prennent un plaisir incroyable. Donc, c'est chouette. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous distinguez différentes époques de la vie, hein. Parce qu'effectivement, les besoins et les déclencheurs ne sont pas les mêmes à chaque période de la vie. Donc, l'adolescence, la vingtaine, la trentaine, la cinquantaine et la retraite, comme vous distinguez. C'est ça. Ouais. C'est ça, parce que moi, j'ai observé dans mes accompagnements, parce que j'ai des gens d'un peu tous les âges, que les fameux déclencheurs de l'alimentation émotionnelle sont un petit peu différents. Donc, la jeunesse, ça va être plus du stress lié aux études, lié au fait de trouver une certaine stabilité dans la vie. Trentaine, quarantaine, quand vous êtes parent, au niveau professionnel, c'est aussi la période un peu intense. Donc, il peut y avoir pas mal de fatigue à ce niveau-là. Et puis après, ménopause pour les femmes, il peut y avoir quelques problèmes de santé, il peut y avoir le syndrome du nid vide, quand les enfants s'en vont, ou les problèmes de santé des parents aussi, ça, qui sont des déclencheurs, parce que ça crée beaucoup de soucis. Quand vous êtes au milieu entre les enfants et vos parents, c'est des périodes qui sont lourdes à porter. Oui, très lourdes à porter. Et ça, c'est les poids émotionnels, clairement. Bon, alors, je transforme mes émotions pour ne plus les manger chez Larousse. C'est le titre de votre 3e livre, le 3e de la trilogie. Et il y a l'e-book de vacances. Voilà, qui cartonne. Sur mon site isabelleminceur.com.
Alors, vous allez réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci Isabelle, très bel été. Merci Philippe. On fera le point à la rentrée pour savoir si on s'est bien comporté ou alors s'il y a de la reprise en main pour la rentrée. Et puis, comme vous anticipez, vous m'avez apporté des chocolats. Pour savoir comment je vais me comporter avec les chocolats. C'est beau. C'est pour tester ma motivation, ma discipline. Voilà. 1 par jour, 2 par jour, pas plus. Ah, moi, j'arrive pas. Sur le chocolat, j'arrive pas à me discipliner. C'est pour ça que je vais les tester sur Solal, en fait. Merci d'avoir été avec nous et passez un très bel été sur Beurre FM. Nous aussi.